Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout premier épisode de cette émission et de ce podcast. Tout premier épisode, je ne sais pas dans quel ordre on va le diffuser, mais c'est le premier que l'on enregistre aujourd'hui. Pour cet épisode, je reçois Peyo Goicoechea qui va nous dérouler son parcours avec une personnalité très dynamique, très inspirante et un parcours, on peut dire, atypique, un peu touche à tout. On va discuter de tout ça avec lui. Peyo, bonjour. Bonjour. Avant de définir qui tu es et donner ton métier, comment tu présenterais ton métier aujourd'hui à un enfant de 5 ans? Oh, je dirais que tout d'abord, je suis un autodidacte. Donc, mon métier, je l'ai créé de toutes pièces. Je pense que ça démarre d'une inspiration, un intérêt porté au fonctionnement de l'univers. C'est des questions que j'ai eues depuis tout petit. Et puis, je ne savais pas trop comment ça allait se passer, mais aujourd'hui, j'en fais mon métier, de présenter des éléments liés au fonctionnement humain, en fait. Puisque c'est ça qui m'a toujours intéressé depuis petit. Et ça a émergé, on va dire, assez tard, puisque quand j'étais jeune, je suivais plutôt ce qu'on me demandait. Et j'ai passé une longue phase d'apprentissage pour enfin, je dirais, m'installer et proposer ce que j'ai proposé. Comment tu te sens là, Là-dessus, maintenant? très bien. Très bien. Ouais. Il y a une bonne énergie, donc c'est, je pense, favorable à peut-être à inspirer, peut-être, sur certaines idées, On qui verra. sont les miennes quand même au départ. On verra. C'est aussi le but d'inspirer, de transmettre et de mettre en avant des personnalités inspirantes. Et je suis très content de faire ce premier épisode avec toi. On a eu la chance de se rencontrer il y a 1 an lorsque j'animais une journée de conférence où tu étais un des 2 intervenants. Mm. On a eu l'occasion de discuter un peu en amont, mais je ne te connaissais pas personnellement. Et en découvrant ton parcours, ton histoire, je me suis dit que ça allait faire écho à pas mal de personnes, que ce soit dans ta vie sportive, familiale, entrepreneuriale, et aujourd'hui où tu es dans ce chemin de vie que l'on va détailler. Mm. Si on doit revenir un peu, refaire le parcours de ta vie, donc aujourd'hui tu as 35 ans, tu t'es présenté sur ton métier d'aujourd'hui, tu as eu Mm. plusieurs métiers. Ton tout premier métier, en quelque sorte, ton vrai métier professionnel, c'est le sport et c'est la pelote. Oui, alors je faisais le sport associé à l'activité familiale, puisque mon avenir était tout tracé au départ. On avait 2 entreprises familiales, 4 frères et sœurs, et notre chemin était plus ou moins tracé, puisqu'on a baigné là-dedans, dans une famille d'entrepreneurs, donc du matin jusqu'au soir, on parlait de ça. Donc moi, au départ, je n'ai pas vraiment pensé à ce que je voulais faire de ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et ça s'est vraiment installé progressivement. Mais au départ, oui, c'était, je dirais, poursuivre l'activité familiale. Le nom Goicoechea est connu dans le sud-ouest. 2 activités familiales principalement, tu peux en parler rapidement pour Oui. contextualiser. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre famille, mon arrière-grand-père venait d'un petit village d'Espagne, enfin, du Pays Basque Sud. Il est venu au Pays Basque Nord, donc dans la petite commune de Banca, où il s'est installé. Et pour vivre, évidemment, il a dû développer des activités commerciales. Alors, par chance, je dirais que c'était quelqu'un de très créatif, un entrepreneur. Et donc, c'est cette graine aussi qui nous a suivis, je pense. Et de la même année, en 1964, il a lancé 2 activités. Donc, comme c'était quelqu'un aussi de passionné par les belles choses, passionné par la nature, il s'est installé dans un vieux moulin où il a créé une pisciculture, donc c'est un élevage de truites. Alors évidemment, un système naturel, puisqu'il était très sensible aux éléments naturels. Et dans la foulée, il a aussi lancé l'activité de céramique, de poterie, qui aujourd'hui s'appelle Poterie Goicoechea. Et donc, moi, j'ai plutôt choisi l'activité aquacole, puisque j'étais plus intéressé par le vivant, en fait. Voilà, le vivant m'a toujours intéressé. Toujours pareil, parce que c'était ces questions que j'avais depuis tout petit, de comprendre l'univers, et quoi de mieux que de passer par l'organique pour comprendre ces choses-là. Donc j'y ai travaillé pendant une dizaine d'années, tout d'abord en tant que, je dirais, dans l'opérationnel, hein, pour comprendre vraiment toutes les techniques. J'ai fait des études aussi dans ce sens, un BTS production aquacole, et aussi une formation, un BT gestion de la faune et de la flore sauvage, donc qui m'ont permis d'avoir quelques connaissances sur la biologie, on va dire,
ciblé aquaculture. Et puis après, sur les 10 ans, il y a 5 ans que j'ai pris le poste de gérant. Évidemment, pour me former à éventuellement plus tard reprendre cette activité. Donc tu as fait le parcours très rapide, mais comment tu étais enfant? Je pense assez adaptable, un peu dans mon monde. Étant donné que j'avais 4 frères et sœurs, j'étais aussi quand même, j'aimais bien attirer l'attention pour me sentir tout simplement exister. Très intéressé évidemment je restais jamais à la maison, donc très intéressé par le mouvement. J'aimais bouger, j'aimais explorer, je partais souvent dehors. Je suivais beaucoup mon frère aîné quand même, parce qu'il avait beaucoup d'idées aussi. Et c'est aujourd'hui lui qui poursuit l'activité céramique avec ma sœur aînée, et qui est un peu plus âgée. Et donc je suivais beaucoup mon frère, et bon, comme on avait pas mal d'atomes crochus, je l'ai suivi notamment dans le sport. J'ai commencé le rugby, ensuite la pelote basque à main nue, puisqu'il en faisait aussi. Et puis après, toutes les activités autour, toutes les passions que mes parents m'ont transmises, mon père m'a transmis, donc la chasse, la pêche. Donc je dirais que plutôt en tant qu'explorateur, j'étais plus à l'écoute, j'emmagasinais des informations, très très jeune. Je m'adaptais, je pense, et je m'ennuyais beaucoup à l'école. Mimétisme avec ton père et ton frère. En fait, ça a été un Oui. peu tes deux repères. Oui, dans ton enfance. c'était mes référents, parce que c'est mes aînés, mon père et puis mon frère. Et j'ai toujours aimé rester avec des gens plus vieux, peut-être parce que aussi mes frères et sœurs étaient plus âgés. Et peut-être aussi pour qu'on me prenne au sérieux. Je pense que quand j'étais jeune, j'avais un peu de difficulté à ce qu'on ne me prenne pas au sérieux, parce que j'avais l'impression d'avoir des choses à dire, et peut-être pas encore l'assertivité nécessaire pour pouvoir l'exprimer ensuite. Mais ça a été des modèles, oui, au départ, ça c'est sûr. Oui, puis avec le recul, c'est toujours plus simple, mais tu n'avais peut-être pas encore tous les outils. Non, j'avais pas les outils. Et puis bon, comme je disais, j'étais dans une phase d'écoute, d'observation, beaucoup de mimétisme. Effectivement, j'ai beaucoup appris en observant finalement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'impression je me considère plus un autodidacte, même si j'ai fait des formations, mais je pense que c'est la combinaison de tout ce processus-là qui fait qu'aujourd'hui, j'affirme mieux, je me sens plus à l'aise en tout cas pour affirmer mes idées. Oui. Disons que tu es plus dans l'appropriation de ce que tu as appris que dans simplement ressortir les éléments que tu as pu avoir ici et là à travers différentes découvertes. Oui, puis en plus j'ai fait le lien avec ce besoin aussi de m'exprimer. Donc quand on veut s'exprimer, c'est qu'on a des choses à dire. Et puis effectivement, au fur et à mesure, la combinaison de tout ça fait que je me suis orienté très très personnellement en fait. Évidemment au départ, vu que mon avenir était plus ou moins tracé, implicitement, c'est ensuite quand j'ai commencé à vraiment apprendre à me connaître via le sport, qui est un support excellent de connaissance de soi, surtout quand on se blesse. Peut-être qu'on en reparlera, mais comme je me suis blessé à plusieurs reprises, et les blessures posées sur quelqu'un qui aime comprendre les choses, évidemment, au bout d'un moment, on commence à apprendre beaucoup de choses. Ça forge l'expérience. Oui, ça accélère le processus d'expérience, oui, ça c'est sûr. À propos du sport, justement, tu as parlé du rugby et de la pelote. Donc tu t'es essayé au rugby et à la pelote en même temps pour choisir la pelote basque. Pour les non-initiés, tu peux expliquer rapidement ce que c'est comme sport, qui est très connu dans le sud-ouest, mais oui, c'est un sport très local. Bon, évidemment, il y avait des gens dans ma famille qui le pratiquaient. Pas mon père, puisqu'il joue au rugby, donc il nous a transmis cette passion du rugby quand même. Autour desquelles beaucoup de valeurs aussi étaient véhiculées. Puis c'est les valeurs sur lesquelles il s'est appuyé aussi pour développer ses entreprises. Donc, puis c'est un sport très intéressant, passionnant. Et en même temps, on était un petit peu multisport. La pelote basque est un sport d'adresse. Donc j'aurais pu en amener une, mais on frappe avec les mains. Donc c'est assez particulier, il faut commencer assez jeune, puisque c'est un sport de sensation. Et donc le principe c'est simple, c'est de frapper dans une balle. Il y a plusieurs aires de jeu qu'on appelle trinquet, place libre, fronton et mur à gauche. Et quand on est jeune, on expérimente un petit peu tous ces aires de jeu. Et après, la vitrine de ce sport, c'est essentiellement un championnat, un tournoi, une élite qui évolue en trinquet, en intérieur, pour des questions je pense, de suivi annuel, pour des questions climatologiques. Et donc, c'est un sport qui se joue en simple ou en double. Voilà, donc en double, il y a un avant, un arrière. Et moi, je jouais plutôt devant.
puisque j'aimais bien rebondir. Et puis bon, c'est un jeu assez dynamique et qui était très approprié avec mon style de jeu ou ma manière de bouger tout simplement. Et donc, tu as commencé très tôt, à l'âge de 5 Ouais, ans. 5 ans. À partir de quand tu as transformé cette passion, on va dire, à te mettre de l'exigence, de la Mm. motivation pour franchir des paliers, que ça devienne un sport loisir, un sport... Bon, déjà, quand j'étais jeune, j'étais assez petit. J'ai grandi sur le tard. Donc, j'avais du mal à m'exprimer, à envisager une carrière plus tard par rapport à ça. Mais l'exigence est arrivée assez tôt, vers l'âge de 16-17 ans. Voilà, c'est à partir de là que j'ai commencé à grandir et me rendre compte que bon, mais peut-être qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Et après, bon, c'est des rencontres, c'est des personnes, et notamment au sein de ma famille, mon tonton, le frère de ma mère, qui a senti qu'il y avait peut-être quelque chose à faire et qui m'a poussé, qui m'a pas mal accompagné et qui a été un levier pour moi, hein, parce qu'il m'a bien fait comprendre qu'il y avait peut-être quelque chose à faire dans ce sport. Et c'est à partir de l'âge de 17 ans que j'ai poussé un peu plus. Et bon, il ne s'est pas trompé. Non, Donc, je pense pas. tu as eu un parcours assez, assez honorifique, on va dire, avec différentes catégories, différents trophées aussi. Quelques trophées, mais très sincèrement, pas très honorifiques dans le sens où je me suis blessé rapidement puisque j'ai commencé à travailler dans l'entreprise familiale très tôt, à l'âge de 20 ans déjà. Et peut-être avec ce problème de perfectionnisme, une pression démesurée, bon, je me suis blessé à plusieurs reprises. Donc, je n'ai pas vraiment pu faire la carrière que je voulais faire. Ça, c'est sûr. Mais bon, ayant vécu quand même des moments très intéressants, et puis au fond, ce qui se tramait en sous-jacent, c'est que ça me permettait peut-être de me connaître et de mieux m'affirmer aujourd'hui. Mais ça, je m'en rends compte aujourd'hui, pas sur le moment. Pas sur le moment. Non. Donc, tu as gravi différents échelons. Ouais. Tu as été champion du Pays Basque, Oui. où il y a le vivier le plus important quand même de pelote basque, ça va de soi, et le niveau est déjà relevé. Champion français Ouais. et aussi champion du monde. Voilà, donc ça c'était en catégorie amateur. Parce qu'à l'époque, c'était les amateurs qui. Même les champions du monde étaient amateurs. Et en fait, il fallait avoir quelques titres en amateur pour pouvoir postuler en professionnel. Et le monde de la pelote, c'est le seul monde dans lequel c'est le joueur qui demande à passer professionnel. Donc il y a une commission après qui évalue et qui qui donne l'opportunité d'accéder à la catégorie supérieure. Mais comment tu as pu passer professionnel par ton parcours ou les blessures t'ont empêché de l'être? Non, non, c'est justement quand je suis passé professionnel que j'ai commencé à avoir des blessures. D'accord. Puisque là, en même temps, j'étais gérant de l'entreprise et je me suis bien rendu compte que je n'arrivais pas à jouer sur les deux tableaux. Oui, parce que pour expliquer, tu as fait ce parcours sportif en parallèle d'abord de tes études, puis aussi dans le milieu professionnel, avec pas un simple poste de salarié, mais un poste de gérant, de l'entreprise familiale, avec l'héritage qui s'impose et qui est derrière avec les parents probablement, et c'est plusieurs générations qui te remettent les clés et qui comptent sur toi, j'imagine. Au jeune âge, entre ça, le sport, ça doit être une pression, tu as dû avoir une pression assez importante. Ah oui, puis en plus je sais me la mettre tout Oui. seul très facilement et c'est vrai que mes parents, c'est un couple exemplaire parce qu'ils ont travaillé ensemble. Ils ont mis la barre très haute, très très vite et c'est pas eux qui nous ont mis la pression, hein, mais c'est vrai que nous les frères et sœurs, bon là je vais parler de moi évidemment, mais ça a été dur d'exister. Donc la pression s'est installée très rapidement et jouer sous pression ou en tout cas gérer sous pression, c'est pas toujours évident. Donc mon corps il a tout simplement lâché, donc assez jeune, hein, donc des blessures à répétition dès l'âge de 20 ans. Donc je sais aujourd'hui que cette pression je la gérais pas bien puisque je perdais mon potentiel complètement en me mettant cette exigence-là. Donc je passe de l'exigence au perfectionnisme. L'exigence, ce n'est pas un problème. Et dans le sport de haut niveau, c'est même un critère de réussite, mais je dirais que le perfectionnisme, c'est là où on peut trébucher et on peut rentrer dans un piège. En tout cas, si on n'est pas entouré. Et comme c'est un sport individuel, on a des gens qui nous suivent, notamment des gens de la famille ou des gens du club, des bénévoles qui suivent beaucoup les jeunes. Donc quand il y en a un qui a quelques moyens, ben, ils sont là.
Il n'empêche que tout le suivi médical, kiné, etc., c'est à notre propre charge. Donc c'est un sport qui n'est pas évident à gérer par rapport à ça, exigeant à ce niveau-là aussi. Tu parlais de cette exigence qui n'a pas été mise, mais cette exemplarité de vos parents. Comment vous saviez que vous faisiez bien votre travail vis-à-vis de vos parents? Parce que c'était besogneux ou est-ce qu'ils arrivaient à transmettre leurs émotions, leur partage auprès de vous? Bon, mon père, quand même, il est assez inspirant parce que c'est quelqu'un de... D'ailleurs, on l'appelait un peu le poète quand il était jeune, il joue au rugby. Et il jouait en poste d'arrière, donc dès qu'il avait le ballon, apparemment, les gens fermaient les yeux parce qu'on ne savait pas ce qu'il allait faire. Donc je pense que ça nous a un petit peu inspiré. Mais bon, c'est quelqu'un quand même qui a une certaine aura. Et effectivement, c'est pas évident d'exister. Et moi, donc, par des réactions émotionnelles assez fortes, j'ai voulu montrer que, enfin, c'est même pas une volonté de montrer, mais j'avais besoin de respirer d'une certaine manière, mais qu'il a compris après évidemment. Et j'avais besoin en fait de prendre à ma charge l'entreprise et de faire des erreurs. J'avais besoin de faire des erreurs. De l'apprentissage. Pour apprendre. Ouais. Pour apprendre et puis même pour passer le cap aussi de cette erreur. Parce que quand on est chef d'entreprise et qu'on a peur de l'erreur, c'est même pas la peine d'être entrepreneur. Donc quand on a des parents qui sont très présents, c'est vrai qu'on peut se réfugier derrière leur expérience. Mais moi j'avais très vite envie de me confronter à cette erreur. Et puis je pense que je suis encore, mais moins. Mais quand j'étais jeune, j'étais assez virulent et je pouvais être très dérangeant des fois pour trouver ma place. On dit que la réussite est une succession d'échecs. L'apprentissage nous apprend ça aussi. C'est une façon de mieux faire par la suite. Oui, mais de toute façon, c'est ce que j'ai appris après coup, que de toute façon, on a besoin quelque part de se planter pour pousser. Donc, c'est peut-être une image, mais c'est vrai. C'est-à-dire que assumer l'échec, c'est aussi apprendre à se connaître et à réajuster. Donc aller sur ce qui marche et non pas sur ce qui ne marche pas. Donc oui, j'ai appris à voir où est-ce que je pouvais amener ma graine en fait. Et mon père, c'est ce qu'il disait souvent, tant que tu poses ton ADN dans ce que tu fais, la réussite, elle émergera. Voilà. Et donc bon, mais ça j'ai pris cette phrase parce qu'elle était intéressante, elle m'a touché. Mais bon, il fallait que je sache dans quoi. Donc c'était ça la question, mais comment et dans quelle activité et comment je pouvais poser mon ADN et me sentir vraiment moi-même, puisque c'était en fait au fond une volonté qui était en train de se préparer, c'est que je ne pouvais être à l'aise qu'en tant moi-même. J'ai compris sur le tard que je ne pouvais pas surjouer, c'est-à-dire que j'ai tellement besoin d'être authentique pour être moi-même que toute cette expérience-là m'a amené, bon j'ai pris des revers, évidemment, des revers pour renforcer mon coup droit, donc d'une certaine manière. Donc c'est pas forcément évident, mais c'est un chemin, je pense, qu'on devrait valoriser ça à l'école. J'ai pas senti que ça a été valorisé. On était beaucoup sur des schémas de comparaison. Moi, j'aimais pas ça. Et c'est pour ça que je pense que j'étais sérieux le minimum pour me sentir, bon, je pense tout simplement aimé par mes parents, mais au fond de moi, il y a très peu de choses qui m'ont intéressé. J'ai eu la chance de rencontrer des professeurs qui ont senti peut-être quelque chose en moi. Et d'ailleurs, je suis toujours en contact avec eux aujourd'hui. Donc, c'est dire de l'impact que peuvent avoir certaines personnes sur son évolution personnelle. C'est intéressant l'image que donnait ton père avec la graine et l'ADN, parce que si tu ne respectes pas tes valeurs, ta vision, quel que soit le projet, au final, tu vas forcément t'en égarer ou le ramener un peu à toi dans le droit chemin, mais tu auras toujours un peu ces avancées parallèles entre ce que tu es et ce que tu portes. Après, tu dis sur le tard, tu as trouvé ton chemin de vie à 35 ans, c'est pas mal. Même il y a quelques années déjà, mais oui. Sur le tard, c'est être hyper exigeant avec soi, encore une fois. Ouais. Je le pressentais, mais un énorme manque de confiance en moi, puisque je ne savais pas vraiment dans quoi poser mon ADN, cette fameuse graine. Donc ça a émergé sur le tard. Aujourd'hui, ce que je fais, je le considère plus comme un appel, une envie qui est très profonde. Non pas d'aider les gens, puisque j'ai aucune prétention d'aider l'autre, mais par contre de transmettre des choses qui m'inspiraient. Voilà. Et non pas de garder pour moi, parce que ça me mettait sous pression à l'intérieur. Et donc, il fallait trouver le moyen
de pouvoir déjà en vivre et de quelle manière, sous quelle forme présenter tout ça, quoi. Comment tu es arrivé à ce cheminement-là? Tu parlais de confiance en soi. À partir de quel moment tu as sauté le pas vers le chemin que tu as aujourd'hui? Mm. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es autorisé Mm. à sauter ce pas-là et à avoir assez confiance en toi pour avancer? Alors, déjà, c'est les rencontres. Ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions, mais je peux répondre simplement. C'est des rencontres, des enseignants qui ont cru en moi déjà, qui m'ont donné déjà un début de confiance. Mon tonton côté maternel, Jean-Michel, qui m'a énormément ouvert des portes sur, en tout cas, mon potentiel au niveau sportif. Et puis après, mon tonton du côté de mon père, qui lui, je pense, lui, à un moment donné, m'a fait comprendre qu'il y avait peut-être quelque chose à faire dans ce métier de l'accompagnement, de la transmission, de l'animation. Donc je ne pensais pas avoir des qualités en ce sens. Et il m'a proposé une intervention en binôme à Toulouse pour une société d'experts comptables. Et donc c'était une animation à la journée. Et bon, j'étais stressé à mort, quoi, évidemment. En plus, c'est quelqu'un de très exigeant. Mais il m'a ouvert cette porte-là et en fait, ça s'est très bien passé. Et là, je m'en suis vraiment rendu compte. Donc, il y a peut-être un décalage des fois entre ce que les gens peuvent voir sur toi et que tu t'en rendes compte parce que c'est beaucoup plus puissant de se rendre compte de manière implicite plutôt qu'explicite. Donc, c'est vraiment des rencontres pour moi. J'ai eu la chance d'avoir ces tontons-là avec qui je m'entends très bien aujourd'hui. C'est soit des frères, des pères spirituels, c'est un peu tout. Et je les vois très régulièrement parce que j'ai énormément d'estime pour eux parce que je dirais qu'ils m'ont vraiment révélé ce qu'il y avait peut-être à l'intérieur que je n'osais pas ou que j'exprimais maladroitement. Je pense que je l'exprimais très maladroitement quand j'étais jeune. Je pense que j'ai un peu secoué mes frères et sœurs peut-être un peu là-dessus, qu'ils ont peut-être un peu eu de mal à comprendre. Mais j'ai su après sur le tard que ne pas pouvoir trouver ce sur quoi je pouvais m'appuyer pour exprimer mes idées faisait que je devenais un petit peu insupportable, je me sentais un peu incompris, etc. Et adopter peut-être des postures de rébellion, quoi, et qui ne sont pas agréables pour l'entourage. Quand tu parlais de confiance en soi, tu as expliqué justement, à partir du moment où on te dit que tu es bon, mais tant que tu ne l'as pas compris et vu par toi-même, ça n'avance pas. Comment, si tu devais aider les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, sont un peu dans cette posture-là, qu'est-ce qui peut être un élément déclencheur, un déclic, ou qu'est-ce qui, sinon pas tous, le tonton que tu as eu, qu'est-ce qui peut les aider à percevoir ces qualités-là qui n'arrivent pas forcément à avoir par eux-mêmes? Alors ce qui est assez curieux, c'est qu'en fait, on les voit de manière très très simple. En fait, tout ça, ça se révèle quand on est jeune. Entre 6 et 15 ans, ça se révèle à ce moment-là. Et je sais que des fois, je posais la question à ma mère pour me dire comment je jouais. Bon, souvent, je suivais ce que faisait mon frère. Mais à plusieurs reprises, de manière isolée, de manière très intime, je m'adressais à des gens imaginaires. Je leur expliquais quoi? Je leur expliquais rien du tout, et tout à la fois. Et le simple fait d'être dans la transmission, je sentais qu'il y avait quelque chose. Donc je pense que c'est très simple en fait de voir où est notre ADN. C'est ce qu'on sait faire naturellement, sans qu'on s'en rende forcément compte, et là où on ne dépense pas forcément de l'énergie, et là où on prend un vrai plaisir à faire, quoi. Donc souvent ces questions-là, elles sont très simples. On essaie de chercher des réponses extraordinaires. Et puis aujourd'hui, avec, je dirais, l'évolution de tous ces métiers d'accompagnement, il y a plusieurs approches qui nous amènent de manière un petit peu, je dirais aujourd'hui, peut-être perchée. Bon, je dis ce mot-là, mais parce que je pense que j'en suis aussi d'une certaine manière. Mais on s'éloigne un petit peu de la simplicité, mais ces éléments-là, ils sont en nous de manière très très simple et ils se manifestent. Si on sait les observer, on le voit le potentiel en fait, on le voit. Et aujourd'hui, c'est un peu le métier que je suis en train de faire, puisque ce qui me passionne finalement, c'est de voir que le phénomène vivant s'exprime sans effort. Donc tout ce que l'on sait faire sans effort, bon là, il y a une clé quand même. Et c'est là qu'il s'agit d'approfondir. Donc ça, ce sont les bases, en quelque sorte. On peut dire l'épigénétique, ce avec quoi et les facteurs favorisant avec quoi tu es né, que tu as développé entre 6 et 15 ans. Mais pour le reste, comment tu définirais ça aussi, à trouver
les clés pour accepter d'être compétent, d'être aligné, d'avoir ces capacités-là par rapport à une application, qu'elle soit personnelle ou professionnelle? Qu'est-ce qui peut aider selon toi? Bon, déjà, c'est la désinhibition, parce qu'on parlait tout à l'heure d'échecs et de réussite. L'un n'existe pas sans l'autre. Pas ça, non. Donc, L'échec n'est qu'un processus oui, d'apprentissage oui, c'est un envers la processus. réussite. C'est d'ailleurs ce que la nature a mis en place de manière implicite, c'est-à-dire que le jeu, l'apprentissage, est le seul moyen que la nature a mis en place pour évoluer. Tous les mammifères jouent pour apprendre. Et pourquoi nous, on ne jouerait pas? Dès qu'on rentre à l'école, j'ai l'impression qu'on ne joue plus. Non, je pense que c'est explorer, expérimenter plusieurs choses et peut-être s'autoriser, c'est une autorisation, hein, s'autoriser à s'engager sur des sujets, des actions qui nous stimulent. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est finalement très très simple. Alors, évidemment, il y a plusieurs approches aujourd'hui scientifiques sur lesquelles je m'appuie parce que j'ai voulu m'intéresser quand même à tous ces processus liés au potentiel, au développement du potentiel individuel, d'équipe, etc. Et en fait, aujourd'hui, pour résumer, on ne vient pas sans rien en fait. On vient déjà avec des prédispositions qui sont des éléments d'évolution pour survivre, puisque avant de vivre, on doit survivre. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont en survie plutôt que dans la vie, quoi. Donc quand on cherche un chemin de vie qu'on est en survie, c'est compliqué déjà. Donc pour moi, c'est un long processus où finalement, il faut accepter nos deux facettes principales, c'est-à-dire les facettes qu'on n'aime pas de nous. Mais pour moi, c'est du compostage de ce qui peut émerger en qualité derrière. Voilà. Ce qu'on peut appeler de qualité, défaut, bien, mal. Bon, aujourd'hui, c'est plus trop mon point de vue, puisque c'est tellement subjectif. Par contre, je sais qu'à partir d'un potentiel, d'une qualité, par exemple, quelqu'un qui a une capacité relationnelle, naturelle, eh bien, paradoxalement, il peut avoir aussi des grosses difficultés au niveau relationnel, parce qu'il est très sensible au relationnel. Donc, une qualité, c'est forcément les deux facettes. Voilà. Et une fois qu'on a intégré ces deux facettes, qu'on est OK aussi avec la version, je dirais, moins acceptable chez nous, ben on renoue un petit peu avec ce que l'on est. On est dans un monde binaire quand même, donc tout existe par rapport à son contraire. Donc quand on cherche à se définir, à trouver un chemin de vie, ben on s'enferme dans une voie et on a tendance à couper un peu cette dualité qui finalement c'est elle qui nous amène. Donc c'est un jeu d'équilibre, de coordination. J'utilise beaucoup ce mot, ce principe de la coordination, puisque lorsque je suis coordonné, attention, il y a quelque chose qui s'exprime. Le potentiel peut s'exprimer à ce moment-là. Et il faut aussi accepter, alors tu parlais du compostage, tu as de bonnes images entre toi, celle de ton père, de ton oncle. C'est aussi accepter de laisser des valises, se délester de certains bagages, les mettre sur le bas-côté et accepter de continuer sa route avec un état un peu plus léger, peut-être. C'est pas simple, hein. Le potentiel ou une qualité, c'est un phénomène émergent, ça émerge. Ce n'est pas en tirant sur une plante qu'elle poussera plus vite, mais c'est en nourrissant le sol. Donc il y a cette notion-là où arrêtons de chercher peut-être à accepter, à vouloir régler nos problématiques, elles sont là. Donc c'est plutôt les intégrer. Et une fois qu'on les intègre, une fois qu'elles sont à l'intérieur de nous, ben on ne les voit plus à l'extérieur. Donc il y a un peu ce côté où j'arrête de vouloir peut-être évoluer, m'améliorer, etc., mais me prendre davantage tel que je suis pour laisser émerger ce qui doit émerger, puisque la qualité d'un jour sera le défaut du lendemain. Donc on se perd là-dedans complètement. Donc je dirais que la meilleure façon d'apprendre à se connaître, c'est de vraiment se foutre la paix. Et il y a un livre d'ailleurs que... Foutez-vous la paix. Ouais, que Foutez-vous la paix, que mon cousin a lu à un moment donné, et ça m'a vraiment parlé, parce que dans la famille, on est quand même branché là-dessus, hein. Déjà, donc on a un environnement quand même qui nous a amené à vraiment s'intéresser au développement personnel. Donc avec une première démarche où on cherchait à s'améliorer, à être limite un bon humain, etc. Mais aujourd'hui, j'ai cassé cette dynamique, même s'il m'a amené à cette compréhension aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce que je fais en séance. Je ne cherche pas à réparer, à guérir les blessures, mais à les intégrer. Puisque le processus de guérison, c'est aussi un processus émergent, c'est une conséquence. On n'a aucun pouvoir là-dessus, si ce n'est que, effectivement, peut-être de lâcher nos résistances, je dirais plutôt.
Donc, c'est pas accepter. Ce mot-là ne me parle pas vraiment, Mhm. puisque dans accepter, c'est comme tolérer. Si j'accepte ce que je tolère, ça veut dire que derrière, c'est quelque chose qui me dérange. Donc, non, je pense que c'est intégré. Voilà, j'ai un défaut. Donc, moi, par exemple, mon défaut, c'était peut-être de trop parler, de trop m'exprimer quand j'étais jeune. Mais ce défaut-là, si à un moment donné, j'avais voulu m'en séparer, j'aurais jamais fait ce métier-là aujourd'hui. Par contre, je sais le canaliser davantage. Donc c'est une combinaison des contraires, on doit jouer avec. Donc pour moi, travailler sur ça n'a pas de sens. Travailler un art, travailler un outil, travailler un concept, bien sûr. Mais travailler sur soi, ça n'a pas de sens, pour moi, aujourd'hui. D'ailleurs, le livre Foutez-vous la paix, on vous le mettra en référence. Il a fait un second livre, il me semble, sur la méthode. Ah, Voilà, ok. si tu veux aller plus loin J'irai. pour creuser ça. On n'en parle peut-être pas assez, mais le pouvoir et la puissance du sens est aussi important parce que dans ton parcours sportif, tu as dû faire, j'imagine, des concessions, enfin sportives et entrepreneuriales, parce que tu as fait les deux de front en plus, comme si on ne suffisait pas. La plupart des sportifs de haut niveau, on n'en parle pas assez, mais si ils devaient se contenter de la rémunération en tant que sportif, ils vivent pour la plupart en dessous du seuil de pauvreté. Mm. Donc c'est un cas, ton cas à toi, c'est un cas qui est partagé par beaucoup de sportifs. Comment tu arrives déjà à jongler entre les deux, hein, parce que les deux sont quelque part aussi importants l'un que l'autre, bon, peut-être l'un plus que l'autre. Comment tu arrives à jongler entre les deux et comment tu arrives à mettre un sens assez fort pour qu'il ne soit pas tangible et que justement tu puisses faire les sacrifices, enfin les efforts, peut-être pas le terme sacrifice est bien choisi, mais les efforts qui sont nécessaires pour arriver à tes objectifs. C'est la passion. Je pense que la passion est un moteur suffisant pour ne pas sentir l'effort. Parce qu'à la base, un sport, c'est quand même un jeu, hein. Donc, surtout la pelote où on ne peut pas en vivre. Et puis, c'est un sport très local. Donc, les opportunités sont assez ouvertes. Si je prends d'autres sports comme le foot ou le rugby, où là, il y a une dimension financière très importante, les sportifs de très très haut niveau qui durent dans le temps, ils arrivent à fonctionner essentiellement par la passion. Quand vous prenez certaines interviews, par exemple au tennis des meilleurs, là, quand ils parlent de leur sport, ils transmettent de la passion. On ne sent pas le sacrifice derrière, quoi. Donc quand on est dans le sacrifice ou dans l'effort, c'est que là, on cherche autre chose. On cherche à nourrir une partie de notre ego, prioritairement. Je ne dis pas que ceux qui sont passionnés ne cherchent pas à nourrir leur ego non plus, mais je pense que, en tout cas chez moi, ce qui a été difficile, c'était non pas l'effort, le fait de jongler sur les deux, parce que ça pouvait faire un super équilibre aussi. Mais c'est moi, comment je me suis positionné, et ce besoin de prouver qui me mettait sous pression à H24. Peut-être que si je ne cherchais pas à prouver, à ce moment-là, j'aurais pu profiter de cette passion-là et de libérer finalement tout ce que j'avais à faire. Mais enfin, bon, je ne regrette pas, puisque oui, j'ai un petit regret quand même de ne pas avoir fait je dirais, la carrière que je voulais. Ça, c'est sûr. Mais bon, aujourd'hui, quand je vois finalement où est-ce que ça m'emmène, bon, je comprends mieux quand même ces choses-là, puisque je sais qu'au fond, la compétition, j'aime, mais je ne suis pas un tueur. Voilà. Et quand on est sport de très haut niveau, il faut cultiver un peu ce côté-là. Voilà. Mais j'aurais pu quand même faire une carrière si j'étais bien entouré. Je pense que je n'ai pas su m'entourer comme il fallait. Comment tu as accepté justement cette acceptation de ne pas avoir pu faire la carrière que tu voulais à cause des blessures, des pépins physiques que tu as eus? À quel moment tu t'es dit, bon, ok, j'accepte ça, et, enfin, même si tu n'aimes pas le terme, mais Mm. j'accepte cette situation-là et je me remercie déjà d'avoir pu profiter de ce que j'ai eu. Ah, mais ça s'est pas passé comme ça du tout. Ça s'est pas passé J'étais comme ça. frustré, Eh ben oui. frustré très longtemps, et il y a une partie de moi qui est encore frustrée quand même là-dessus. Ouais. Mais je ne veux pas enlever cette frustration parce que elle parle aussi de mon tempérament. J'étais très en colère quand même contre moi, contre plein de choses. Je n'ai pas cherché à accepter non plus. Mais peut-être aujourd'hui, ça porte un sens. Et ce sens-là a tendance à peut-être atténuer les frustrations qu'il y a derrière. Et quand je vois les opportunités aujourd'hui qui s'ouvrent, je trouve que la posture dans laquelle je suis sont très intéressantes, me passionnent. Et par ailleurs, me permet de faire du sport plaisir, mais plus dans le sens de l'exploration de mon propre fonctionnement. Et aussi, peut-être pour aider aussi les personnes que j'accompagne.
puisque le mouvement, c'est le sujet sur lequel je m'appuie, hein. À travers le mouvement, on apprend vraiment à se connaître. Donc ma motivation première quand je vais faire du sport, ben, c'est celle-là. C'est d'apprendre à comprendre comment mon corps s'adapte, comment mon corps bouge, comment je prends plaisir à faire ces choses-là, tout en allant chercher de temps en temps la performance. On s'amuse à dire dans la famille qu'on a un gène défaillant. Ce gène défaillant, c'est des fois d'aller plus loin que ce qu'on pourrait faire. Mais bon, il y a des vertus là-dedans aussi. Donc aujourd'hui, la motivation de se connaître, ou en tout cas peut-être de renforcer les repères aussi, c'est la première. Je sais que tu es passionné par l'humain et que tu fais beaucoup de travail de recherche et même d'applicatifs pour les enfants, pour aider aussi bien les enfants, mais surtout les parents, les adultes à comprendre cet univers d'enfants et peut-être casser ou remettre en question du moins certaines pratiques que l'on a en tant que parent. On fait du mimétisme aussi, hein, quelque part. Il n'y a pas de manuel pour être un bon parent, donc forcément, on s'appuie sur notre expérience vécue. Si tu as aujourd'hui un jeune papa, une jeune maman ou un prof devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais pour essayer de lui faire comprendre qu'il faut écouter différemment ou être plus vigilant vis-à-vis de l'enfant à partir de certaines choses que l'on peut voir, que l'on peut ressentir chez un enfant? Bon, ça sera plus un regard d'expertise que d'expérience, parce que je n'ai pas d'enfant. Et bien que pendant très longtemps, j'ai peut-être un peu critiqué certains parents, notamment les miens, non, je pense qu'être parent, c'est pas facile. C'est très très beau. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que non, on ne cherche pas à être des parents parfaits, modèles. Non, c'est plutôt être un parent, mais tel que l'on est, quoi. C'est-à-dire arrêter de vouloir montrer à son fils ou à sa fille ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est surtout les discours moralisateurs qui sont peut-être un peu dangereux, dans le sens où le phénomène vivant fait que l'objectif, c'est qu'on soit autonome, donc en termes fonctionnels, mais aussi en termes de pensée. D'ailleurs, aujourd'hui, on dit que pour monter son entreprise, la meilleure façon de réussir, c'est de sortir du cadre. Donc si on reste dans le cadre, c'est compliqué. Donc non, je ne dirais pas un conseil, mais peut-être une idée. Une idée, c'est de comprendre déjà que son enfant, il ne fonctionne pas nécessairement comme les parents, et peut-être de les observer davantage. Les parents, ils n'ont pas forcément le temps de les observer, mais les seuls moments où ils ont avec les enfants, de les observer et de leur apprendre à valider eux-mêmes leurs décisions ou leurs actions. Et peut-être que là, à ce moment-là, l'enfant, il se reconnaîtra lui, puis il reconnaîtra aussi ses parents. Mais bon, c'est pas simple. Qu'est-ce qu'il faudrait pour toi que le système éducatif change pour qu'il soit plus en adéquation avec 2023 plutôt que 1880, tu m'as dit? Ouais. À l'ère d'aujourd'hui? Ça, encore une fois, avoir de vision moralisatrice ou quoi que ce soit, mais de ton point de vue? Non, sachant que la première chose que tous les êtres vivants doivent gérer sur cette terre, c'est la survie. Donc déjà, c'est la connaissance de soi, à travers des jeux, des ateliers ludiques, où les enfants apprennent à se connaître, tout simplement, et qu'ils arrêtent de se comparer. Et peut-être intégrer davantage le mouvement, la diversité, l'association de matières, peut-être pour faire plus de liens. Le cerveau en est très friand des liens. Et après, bon, le choix des programmes. Je ne suis pas sûr que ce qu'on nous enseigne aujourd'hui, compte tenu du contexte actuel, ça soit les meilleures choses à enseigner aujourd'hui. Donc bon, il y a peut-être des choses à réviser, mais ça, ce n'est pas mon travail. Mais je pense que moi, de mon point de vue, c'est peut-être intégrer davantage la notion de jeu. Donc jouer en équipe, jouer seul, être dans la collaboration avec les autres, tout en valorisant en fait la diversité. Donc quand on valorise la diversité, on valorise la singularité, par défaut, par conséquence plutôt. Donc, ouais, je mettrais plus de liens, par exemple, pourquoi pas associer le français avec l'histoire, etc., pour qu'il y ait du sens. En fait, mettre du sens dans ce que l'on apprend, ça renforce aussi l'appropriation de ce qu'on apprend et de ce qu'on va pouvoir en faire. Parce que de toute façon, tout ce qu'on apprend, on va se l'approprier, puis on va se l'arranger à notre sauce. Donc si on est là pour restituer exactement ce qu'on nous a appris, on est des bons soldats, quoi. Et ça nous amène à quoi? Je ne sais pas.
Surtout quand on voit que la vie est très imprévisible. On se retrouve avec des situations qu'on ne nous apprend pas à gérer, parce qu'on nous apprend à tout contrôler, on nous apprend à reproduire, on est dans la reproduction et non pas dans la création. Donc, être plus dans la créativité et peut-être déjà assez jeune, assez tôt, peut-être d'aider les jeunes à se poser des questions sur leur propre orientation, parce que le système scolaire, c'est quand même fait pour ça. Et je pense que l'orientation, qui est un sujet essentiel surtout aujourd'hui, puisqu'il y a de plus en plus de métiers qui se développent, c'est pas pour rien. Vu le contexte aussi, il y a de plus en plus de start-up, des activités en auto-entreprise. Donc peut-être inscrire ou intégrer un accompagnement peut-être individualisé aussi d'équipe, mais pour aider les jeunes à peut-être envisager des activités dans lesquelles ils se reconnaissent, ils peuvent se développer, puisque lorsqu'on utilise son potentiel, qu'on s'appuie sur ses points forts, et ça c'est les dernières découvertes qui ont été faites en neurosciences, c'est très intéressant, quand on s'appuie sur ses points forts, naturellement on stimule l'envie d'aller plus loin. On nous a vendu qu'il fallait travailler nos points faibles. Bon, ça c'est pour la dramaturgie, c'est pour dire que oui, j'ai réussi parce que j'ai fait énormément d'efforts. On est quand même une société, surtout en France, où on valorise beaucoup la légitimité, ce genre de choses. Donc, mais ce n'est pas ce que nous dit le vivant, en tout cas. Comment tu te définirais en 3 mots? Alors, je vais peut-être utiliser des verbes d'action. Je dirais intrigué, fasciné, curieux. Quelle est la dernière personne inspirante que tu as rencontrée? En fait, je crois qu'aujourd'hui, bon, j'ai des référents. Les deux tontons dont j'ai parlé, évidemment, c'est des gens très inspirants, mes parents, mes frères et sœurs, mes amis. Certains amis, évidemment, qui m'inspirent beaucoup. Mais je crois que ce qui m'inspire, c'est tous les gens qui sont vraiment différents de moi. Il n'y a pas une personne à qui tu penses, on va dire la dernière que tu as rencontrée, parce que là tu parles des bases et des socles, Ouais, et mais bien sûr, mais il y en a. Mais est-ce que tu as eu des rencontres inspirantes non, dernièrement? alors oui, des gens que j'ai suivis notamment à travers des podcasts, notamment, des conférenciers, des personnes qui m'ont énormément inspiré, oui, il y en a quelques-unes, il y en a deux. Essentiellement, il y a Frank Lobvé, qui est un conférencier donc qui parle notamment de cette notion de polarité. Donc quand je l'ai écouté, je me suis dit, waouh, ce qu'il dit, c'est assez puissant, ça m'a touché directement, donc ça m'a donné plein de clés. Et puis, dans le langage symbolique, Patrick Burenstenas, qui est un alchimiste opératif, qui ne pratique plus évidemment, enfin en tout cas il est peut-être dans son coin, mais qui fait beaucoup de vidéos aussi et qui m'a permis d'apprendre beaucoup d'éléments sur le symbole, le langage symbolique, l'alchimie, qui est en fait la relation entre la matière et l'esprit. Donc c'est des choses qui m'ont beaucoup inspiré. Voilà, donc ça c'est les gens sur lesquels je me suis appuyé. Puis après, bien sûr, les fondateurs de l'approche Action Type, qui met en évidence la relation entre les fonctions motrices et cognitives. C'est l'approche sur laquelle je m'appuie. Donc Bertrand Terola et bon, Ralph Hippolyte sont binômes que je n'ai pas connus, mais Philippe Houssin, qui co-anime avec lui, et qui sont des gens absolument passionnants, et qui m'ont permis, en tout cas qui m'ont formé évidemment, et qui m'ont permis de me transmettre cette passion de l'humain, en tout cas de le regarder de cet angle de vue, de l'angle du potentiel, c'est absolument passionnant. Et c'est eux qui ont découvert, qui ont fait le lien en fait, dans les années 2000, entre la relation concrète entre l'esprit et le corps, quoi. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Donc eux, ils viennent du monde du sport. Ce sont des gens effectivement formés, sérieux. Et donc, ouais, puis en plus de ça, bon, c'est aussi des amis, je les aime bien. Je les aime, tout court. Quel est le dernier livre que tu as lu pour comprendre, pour connaître un peu plus son univers? J'aime pas lire. T'aimes pas lire? Non. Ou revue ou rien? Non. Mais autrement, non, je préfère être dans l'observation, dans le questionnement et dans la réponse assez précise. Je trouve pas mal de ressources dans la musique. Bon, j'ai un tout petit niveau musical, mais j'aime bien toucher plusieurs instruments, partager avec les amis. Je trouve beaucoup d'inspiration lorsque je vais pêcher, par exemple, ou chasser. Et puis, ce qui m'inspire aussi, c'est des choses assez curieuses, c'est les rêves. Cette intrigue face à la mort. Je sais que mon tonton, là,
il doit rigoler. Je pense parce qu'un temps, j'avais peur du néant. Bon, ça, c'est assez présent encore, mais c'est peut-être un moyen d'accéder ou de rentrer dans ces processus-là, qui sont mystérieux et qui sont inconnus. Et je me rends compte que c'est fait exprès. Et peut-être qu'aujourd'hui, je me rends compte de plus en plus que, en fait, on se prépare à mourir. Finalement, on vient ici pour mourir, quoi. Donc, le chemin unique, le chemin commun qu'on a tous, c'est la mort. Hein. Voilà. Donc, le lien qu'on peut faire entre nous tous, c'est celle-là. Hein. C'est qu'on est contraint par les mêmes contingences terrestres et la même finalité. Et de cette peur atavique de la mort. Qui finalement, je me rends compte que la peur de la mort aussi, c'est la pulsion de vie. Donc il y a toujours ces liens des contraires là qui sont assez intrigants. Et souvent, à travers le rêve ou l'inspiration, il y a des fulgurances, des éléments de... Ce n'est pas des réponses, je dirais c'est des informations, peut-être. Évidemment, qui sont filtrées par en tout cas ma manière de percevoir, mais oui, ça m'intrigue plus que des histoires qu'on me raconte, ça c'est clair. Si demain tu avais la possibilité d'organiser un repas avec 3 personnes qui te sont pas accessibles aujourd'hui, des repères ou des personnes avec qui tu aimerais partager un moment privilégié unique, qui retrouverais-tu autour de cette table? Bon, je pense que je le fais déjà avec des amis, mais sinon, pour jouer le jeu, je pense que ça me plairait un jour peut-être de rencontrer ce fameux Patrick Burenstenas et ce Frank Lobé, qui sont des personnes qui m'ont énormément inspiré. Sinon, je n'ai pas forcément d'idole, et je pense qu'autour de moi, j'ai déjà des gens très inspirants avec lesquels je passe des bons moments, notamment des copains très proches. Plus simplement, une question facile, mais une réponse complexe. Comment tu vois l'avenir? Bon, personnellement, non, parce que j'ai l'impression, en fait, dans mon énergie, il y a une chose que j'ai comprise, enfin en tout cas, un début de compréhension, c'est que je ne dois pas aller chercher les choses. Elles viennent, enfin elles sont là, c'est pas qu'elles viennent, hein, elles sont là déjà, mais pour que je puisse les voir, c'est d'être fidèle à qui j'ai envie d'être en tout cas. Voilà. Pas qui je suis, parce que c'est très difficile de savoir qui on est. Ça dépend du contexte, du moment, mais en tout cas de qui j'ai envie d'être sur l'instant. Et j'ai remarqué ça, que quand je forçais les choses, elles n'arrivaient jamais. Voilà. Et quand je laisse faire, ben, elles arrivent. Donc personnellement, je n'ai pas envie de faire trop de projections, si ce n'est que peut-être des projets, notamment sur l'orientation, hein, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais donc on a monté une association avec des amis collègues pour créer un jeu d'orientation, notamment pour les jeunes, éventuellement digitalisé, parce que le digital aujourd'hui c'est ce sur quoi on s'appuie, ce sur quoi les jeunes s'appuient aussi. Donc utiliser la technologie pour justement pousser à améliorer ces processus d'accompagnement de l'orientation. Et après, personnellement, peut-être aussi un jour me lancer dans l'événementiel. Il y a quelque chose qui m'attire là-dedans. Comme je suis intéressé par la révélation des potentiels, peut-être qu'il y a quelque chose, bon, on a un point commun là-dessus, sans doute. Et ouais, peut-être du point de vue musical, et je sais pas, après peut-être aussi changer peut-être progressivement mon mode de vie. Bon, j'ai la chance d'avoir autour de moi des gens inspirants notamment là-dessus. Je reparle toujours de mon tonton qui s'appelle Jean Girobetagoina, qui est formateur en permaculture, qui est extrêmement inspirant pour moi. J'adore l'aider toutes les semaines dans son jardin, permaculture. J'apprends des choses. Et ça me permet de peut-être de mieux envisager comment j'aimerais vivre et de raisonner en proportion. Non pas d'être esclave de mon métier, puisque moi je ne considère pas que c'est un métier, officiellement oui, mais c'est plus une passion, une expression, mais qui a sa durée de vie dans la journée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il n'y a plus rien à transmettre. J'ai besoin de faire la sieste, de me reposer, de faire autre chose. Donc peut-être voilà, vivre peut-être un peu plus simplement, et dès que j'ai l'opportunité qu'on m'appelle, qu'on fait appel à moi, que je puisse m'éclater. Parce que quand je m'éclate à faire ce que je fais, bon, il se passe quelque chose, même dans le groupe. Je le ressens. Est-ce que tu t'éclates à faire ce que tu fais là? Ah oui, là oui. Ouais. Bah oui, j'en ai toujours rêvé. Je ne savais pas qu'un jour ça allait arriver.
mais ça arrivait naturellement. Je sais que si je l'avais provoqué, ça ne serait jamais arrivé. Et c'est les rencontres. Voilà. Peut-être que tu as perçu quelque chose en moi, mais du coup tu m'as invité, moi avec grand plaisir. Et depuis ce matin, je suis cool, bien que je n'ai pas beaucoup dormi, pour des raisons personnelles, de fêtes, d'anniversaire, etc. Mais là, je me sens à l'aise, très très à l'aise. Tu parlais de podcast tout à l'heure, ça y est, tu es dedans. Ben, je suis dedans, ouais, je suis dedans. Quel est ton plus grand rêve? Si tu avais la possibilité de faire l'impossible? Ouf. Alors c'est assez curieux la réponse que je vais vous donner, mais c'est peut-être d'avoir une forêt. Je sais pas, parce que j'ai l'impression que avoir un endroit isolé dans la nature, ça sera peut-être en tout cas pour moi, ça sera une ressource très importante dans l'avenir. Donc j'ai pas de rêve, enfin en tout cas pour l'instant il n'y a rien qui se profile dans mon esprit. J'ai pas forcément de rêve, non. C'est le but de la spontanéité. Ouais, c'est voilà, que ouais. c'est cette réponse qui doit venir, il faut Ouais. l'accueillir. Mon rêve peut-être c'est d'arriver à être spontané la plupart du temps, quoi. C'est pas toujours évident. Être moins dans la réflexion ou dans l'analyse. Ouais, mais ça peut être dans l'analyse spontanée aussi. Ouais, Donc ouais. je dirais peut-être oui, peut-être un peu moins dans le contrôle, ça c'est sûr. Mais bon, on n'est pas dans le rêve là. C'est autre chose. Tu es quelqu'un de très analytique qui voit ces choses-là. Comme tu nous l'expliquais et tu l'avais dit en conférence également, on a tous ce potentiel-là, mais on ne sait pas tous l'exploiter, ni le voir et le percevoir. Donc c'est vrai que ça mouline sans arrêt là-dedans aussi. Donc je comprends ce sens de la spontanéité. Et puis il y a une mode aujourd'hui, c'est que tout le monde veut atteindre le mental. Hmm. On a créé une entité voisine à la nôtre, c'est-à-dire on a un mental. Voilà. Et puis toute tentative, c'est d'éradiquer limite. Donc j'ai l'impression que des fois, on a envie de faire une ablation du cerveau analytique. Et je dis non, j'ai l'impression que le cerveau ou les pensées, le mental, ils viennent traduire des choses qu'on ne veut pas voir. C'est pour ça qu'on a mal à la tête, mal aux yeux, mal au cou. Donc plutôt que d'essayer de supprimer ou de rajouter des choses qui sont déjà là, plutôt savoir les utiliser, les comprendre à quoi ils servent. Donc peut-être que l'analyse à ce moment-là, elle permet ça, de clarifier le rôle de chaque élément qui nous constitue et d'arrêter de lutter contre. Mais enfin, c'est pas toujours évident quand même. Non, je pense que l'analyse, bon, ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. J'ai toujours été dans l'analyse, j'aime comprendre. Donc le processus, c'est l'analyse pour comprendre. Mais l'analyse, quand elle est bien utilisée, elle peut être très intéressante parce qu'elle permet de comprendre des choses complexes et en le vulgarisant, les rendant simples. Et des fois, ça peut amener à la confusion. Donc quand je me retrouve en confusion, ben, je ne dors pas la nuit. Moi aussi, personnellement, je me mets en tension, j'ai mal à la tête, je me mets en colère. Donc je trouve que c'est un merveilleux outil que l'humain a à disposition, l'analyse, quand il est bien utilisé, comme les autres fonctions, évidemment. Pour parler de toi sur ces dernières questions, c'était quand et c'était quoi ta première fois? On parlait de sortir de ta zone de confort, de voir des choses nouvelles. Ah ben, pour moi, clairement, c'est de m'adresser devant des gens. Même si je peux paraître à l'aise. Aujourd'hui, je le suis parce que je me sens concerné, mais j'ai toujours une appréhension de fou, quoi, avant. Et c'est une manière à moi de gérer cette pression, c'est finalement de laisser couler parce que j'ai l'impression des fois, quand je fais confiance à ma spontanéité, je retombe toujours sur mes quatre pattes. Et quand je me mets la pression, je ne peux pas. Donc je suis obligé d'arriver avec une énergie de décontraction, de jeu, etc. De lâcher prise aussi, on n'en a pas parlé, mais le lâcher prise Ouais. fait écho dans ce que tu dis. Oui, oui, oui. Ouais, c'est lâcher. Effectivement, c'est lâcher. Bon, c'est pas facile. C'est pas facile à lâcher. J'ai peut-être pas répondu à la question. C'était ta première fois. Ah, ma première fois. Où je suis sorti de ma zone de confort. Oui, ben, déjà, c'est en prenant mon envol personnel. Hein. Bon, ça fait maintenant, depuis 2018, ça fait 5 ans. Les 2-3 premières années, ça a été très dur. Très dur émotionnellement, je me sentais seul, déprimé. Mais où je vais, quoi? Est-ce que je vais m'en sortir? Bon, des questions très occidentales. Et qu'on se pose tous à la fois. Ouais, ouais. Cette zone, ouais. ces trous d'air, entre guillemets. Ouais. Mais si je peux avoir, peut-être pour initier une question là, si la plus grande peur que je pourrais avoir, c'est qu'à un moment donné, j'ai été plus loin que ce que je pensais. Et c'est
quand on aime s'exprimer, des fois c'est ce qui se passe. Donc heureusement, j'ai des gens autour qui peuvent me casser comme il faut, c'est très bien. Mais c'est de blesser sans le vouloir, quoi. Ça, c'est le pire. Que je peux vivre, c'est ça. C'est de blesser un humain. Parce que je sais qu'un humain peut être très résistant, mais très fragile. Ça ne tient qu'à un fil. Et quand on froisse un humain, même sans s'en rendre compte, ça peut être très long à le récupérer. Et moi, j'ai besoin de me sentir en harmonie avec moi-même. Et si je sens que j'ai fait du mal à quelqu'un, waouh, bah, je le vis mal. Ouais, c'est important ce que tu dis. On en a parlé aujourd'hui, mais certains ont des phrases ou des moments de quand ils étaient enfants dont ils se souviennent, Ouais. des fois des brides de vie, Ouais. et qui sont restés ancrés en eux 30 ans après, ils peuvent ressortir la phrase précise, le contexte, etc. Parce que ça a été imprimé d'une telle force que, comme tu dis, ça marque. Enfin, oui, c'est faire attention des aux mots. injonctions. Oui, attention aux mots. Parce que maintenant, je suis dans l'expression orale, dans l'éloquence, donc si je ne fais pas attention aux mots, je peux trébucher facilement, quoi. Mais ça, c'est l'une des principales peurs. Et celle de mourir aussi. Je vais être très honnête. Si tu prends du recul, que tu te vois enfant ou ado, donc en se mettant dans cette position, qu'est-ce que tu lui dirais à cet enfant ou cet ado, maintenant que tu connais un peu ton parcours et ton chemin de vie jusqu'à aujourd'hui? Je ne sais pas trop parce que peut-être ose te planter. Ça va bien se passer. Même pas. Même pas. Parce que ça peut mal se passer. Oui. Mais non, ose te planter. Ouais, plante-toi. Ouais, je pense que c'est la meilleure façon de te désinhiber. Enfin, à ce moment-là, si j'avais eu ce discours autour de moi, je pense que peut-être que je me serais mis un peu moins de pression. Peut-être. Et peut-être que j'aurais pu... mais enfin, c'est la spéculation, j'ai pas très envie de... Non, mais voilà ce que je dirais. À mon autre moi du passé. Merci à toi, Peyo, pour ce temps d'échange. Tu te Merci sens à bien? toi. Tu as vécu une bonne On est- première? On est bien installé et j'ai presque envie de dire que j'ai l'impression que ça a duré 5 minutes, notre histoire. Donc c'est bon signe. C'est bon signe. Merci à toi, Fabien. Merci à toi, merci à tous. On ne sait pas encore dans quel ordre va être diffusé cet épisode, mais en tous les cas, c'était le premier avec Peyo, riche d'enseignement et d'apprentissage. On se donne rendez-vous très bientôt pour découvrir et révéler le parcours d'une autre personnalité. Et encore merci et mille esker, comme on dit au Pays Basque. Mil esker handi bat deneri.